Et aussi un peu de temps, elle a annoncé un plan protéines avec une ambition d'atteindre l'indépendance en protéines pour l'alimentation animale et humaine. Euh, pour l'instant, c'est que des annonces. Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait arriver à faire avancer un tel plan quand on regarde aussi le carcan des règles du marché du commerce mondial et les règles européennes? Alors, au niveau du carcan du commerce mondial, ça c'est un vaste débat parce qu'à chaque fois on dit oui, mais on a les accords de Blair House qui ont été signés enfin qui ont été mis en œuvre en 94 et qui disent qu'on n'a pas le droit de développer notre superficie et que c'est à cause de ça qu'on est limité au niveau indépendance protéique. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les accords de Blair House, déjà, c'est uniquement les oléoprotéagineux, enfin les oléagineux, pardon, c'est-à-dire colza, tournesol, soja. En France, on est limité à hauteur de 1,5 million d'hectares depuis 1994. Et au-delà de ces 1,5 million d'hectares, le soutien couplé à ces productions doit diminuer. Diminuer, pas être supprimé. Sauf que dans les faits, si vous regardez les courbes des surfaces, elles n'ont jamais diminué depuis 1994. Elles ont même augmenté. Donc, c'est-à-dire que là, si on regarde la moyenne 2015-2019, je parle en moyenne parce qu'en année, ça n'a pas trop de sens, mais on est en moyenne à 2 160 000. Donc ce plafond-là de 1,5 million d'hectares, on l'a déjà largement dépassé. Donc au final, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que ces accords-là, ils ont aussi supprimé les droits de douane et ils ont rendu économiquement le soja très intéressant. Donc du coup, on a basé tout notre élevage là-dessus, sur ce fameux modèle maïs-soja, parce que c'était économiquement ce qui était rationnel. Les agriculteurs, leur but, c'est quand même de gagner leur vie, de gagner de l'argent. Ils ont basé leur modèle sur quelque chose qui était rentable. Donc aujourd'hui, si on veut sortir de ça, il faut arriver à développer des nouveaux modèles qui soient basés sur l'herbe, qui soient basés sur d'autres sources de protéagineux. Et ça va prendre du temps parce que les agriculteurs, ils maîtrisent le modèle maïs-soja, ils savent faire. Aller vers quelque chose de nouveau, c'est toujours compliqué, surtout quand les trésoreries, elles sont à sec. Donc il faut vraiment un accompagnement vers des nouveaux modèles. Et ça va être un accompagnement qui soit à la fois technique, apprendre, s'approprier ces méthodes, et aussi financier. Il y a une prise de risque. Quand on n'a pas de trésorerie, prendre un risque pour essayer quelque chose de nouveau, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faudrait, on a parlé d'assurance à la prise de risque au niveau des phytos, ça peut être développé dans plein de systèmes, de dire bah, si vous faites ça, si vous essayez ça, on sera là si ça marche pas. On va vous accompagner vers ça. Et un autre point qui est important, c'est qu'il faut une cohérence politique. On voit que les protéagineux, ils répondent bien aux incitations politiques. Donc, par exemple, quand on a mis en place des SIE avec la possibilité d'intégrer des légumineuses là-dedans, c'est une excellente idée. Mais quand 2 années plus tard, on vous dit, bah, vous mettez plus de pesticides sur les protéagineux, sur les SIE, bah, les pois protéagineux sans pesticides, on a du mal à les faire. Donc, forcément, bah, les surfaces, elles redégringolent. Il faut quelque chose qui soit cohérent sur la durée, sur les objectifs, même si le principe de ne pas mettre de pesticides sur des SIE, ça paraît intéressant d'un point de vue bruxellois, il faut garder une cohérence d'un point de vue de ce qui peut se faire au niveau technique sur le terrain. Et enfin, le dernier point, c'est que si on veut une indépendance protéine, il faut être aussi prêt à mettre des débouchés en face. C'est bien d'avoir des incitations à la production, ça marche bien, mais si l'agriculteur, il a personne à qui vendre sa luzerne, bah, l'année d'après, il fait pas de luzerne, ce qui est logique. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place. On a vu des contrats signés entre céréaliers et éleveurs pour que le céréalier fasse de la luzerne et la vende à l'éleveur. C'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout et s'assurer que la prime, elle est partagée au niveau du contrat de vente derrière. Il faut qu'il y ait des Et débouchés pour du lait qui est produit avec des protéines nationales. Il faut arriver à le valoriser via les débouchés. Donc je sais qu'il y a une initiative de Sodial sur du lait qui est fait avec des protéines françaises. C'est des choses comme ça vers lesquelles il faut aller, mais il faut arriver à les rémunérer, à montrer que bah, ça a un coût de production plus élevé qu'on doit rémunérer, puisque c'est ça qu'on veut.